Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budget Economy. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'une interview d'un internaute m'ayant contacté dans les commentaires. Il s'agit d'un abonné, Maxime, que je remercie chaleureusement pour sa participation dans cette vidéo. Maxime est un abonné qui m'a contacté dans les commentaires de la vidéo en m'expliquant qu'il est minimaliste et qu'il vit en van life. Cela m'a paru très intéressant et je lui ai proposé de réaliser cette interview. Nous avons pu discuter quasiment 2 heures avec Maxime, ce qui me paraît un peu long pour en faire une vidéo. J'ai donc découpé cette interview en 2 parties. La première que vous allez pouvoir entendre aujourd'hui, qui s'axera sur la présentation de Maxime, son parcours, sa gestion financière et ses investissements. Et enfin, un second podcast sera publié la semaine prochaine, dans lequel nous parlerons de la van life, son investissement au quotidien, les astuces budget de Maxime, mais aussi comment il arrive à se faire plaisir, et enfin, comment il prépare sa retraite avec ses investissements. Cette petite présentation est à présent terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente vidéo, et bon courage Maxime. Aujourd'hui, première interview dans laquelle nous recevons Maxime. Maxime est un auditeur de la chaîne qui m'a laissé un commentaire en m'expliquant qu'il avait une vision du minimalisme que je n'ai pas encore présenté sur la chaîne. Donc j'ai voulu l'interviewer, j'y ai demandé, il a gentiment accepté. Donc je te remercie Maxime pour cette interview. De rien, avec plaisir. Maxime, peut-on commencer par une petite présentation de toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui es-tu? Oui, pas de souci. Alors, comme vous le savez, je m'appelle Maxime, j'ai 28 ans. Et actuellement, je suis salarié dans une entreprise de menuiserie industrielle. Donc, on fait des portes et fenêtres extérieures aluminium et intérieures bois, hybride. Donc là, actuellement, je suis salarié dans cette entreprise qui s'appelle Minco. Et j'ai un style de vie un petit peu particulier. C'est qu'il y a 2 ans, j'ai fait le choix de quitter mon logement, mon studio dans lequel j'étais locataire, pour vivre en camping-car, de manière à faire sauter un maximum de charges possibles, que pas mal de gens s'acquittent tous les mois, et pour me permettre de démarrer un petit peu l'investissement, dont en bourse. Et, donc voilà. Commencer. D'accord, parfait. Parfait. Merci pour cette présentation, Maxime. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours? Quelles ont été ta formation, par exemple, ton éducation? Est-ce que tu as une éducation financière? Alors, mes parents, oui, quand j'étais petit, m'ont toujours appris que quand tu avais 1 euro dans les mains, tu pouvais dépenser soit 50 centimes, soit 1 euro, mais pas deux. Et cette petite phrase toute bête, finalement, tu la comprends quand tu commences à gagner de l'argent. Donc pour revenir un petit peu à mon éducation, j'ai fait un cursus scolaire comme la normalité. J'ai fait l'école élémentaire, j'ai fait le collège, et j'ai quitté très tôt le cursus scolaire normal. J'ai arrêté en 4e, et j'ai commencé une 3e professionnelle en alternance dans une boulangerie. Donc j'ai fait une 3e professionnelle, donc une semaine en études et une semaine en entreprise, donc ça s'appelle un pré-apprentissage. Et j'ai commencé par ça à l'âge de 15 ans, parce que ça ne me plaisait plus de rester assis sur une chaise à l'école à écouter. Je trouvais que ça faisait pas de sens, et je voulais vraiment commencer à faire quelque chose de mes mains. Donc j'ai commencé par un pré-apprentissage en boulangerie. Je te félicite pour ce choix. L'alternance, c'est un choix incroyable que j'ai pu faire aussi pendant mes études. Et Ah je oui. te félicite. J'ai vraiment adoré, moi, pour le coup, l'alternance. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ah on se sent utile, et puis on a l'impression de rentrer dans le monde du travail, de rentrer dans le cours des grands, et de se dire ça y est, cette impression de dire je quitte l'école, donc je commence dans la vie adulte, quoi. Bon, après, même si le patron n'était pas dans l'obligation de nous payer lors d'un pré-apprentissage, je pense que ça a changé actuellement, que ça date de 2012-2013 quand j'ai fait mon pré-apprentissage. Ça fait ça doit faire 13 ans. Ouais, c'est 13 ans. D'accord, ouais.
Et oui, bah c'est vrai que c'est ce que je voulais, quoi. J'en avais marre de l'école. Je, je trouvais un petit peu immature l'ambiance au collège. Je trouvais pas ma place en tout cas. Et c'est pour ça que je voulais commencer à travailler, quoi. Faire quelque chose de mes 10 doigts, faire quelque chose qui me parle, quoi. Parce que être assis sur une chaise à écrire de la théorie et apprendre des choses par cœur qui finalement nous servent pas dans la vie de tous les jours. Ce que je constate, bah ça me plaisait pas trop. Et donc voilà pour ma première entrée dans le monde du travail. Et D'accord. ensuite, suite à cette première année de pré-apprentissage, j'ai démarré un CAP en pâtisserie. Donc sur une durée de 2 ans. Donc là, c'était en alternance avec une maison avec un CIFAM, exactement CIFAM de Sainte-Luce sur Loire. Donc c'était 2 semaines ou une semaine d'études et 2 semaines ou une semaine en entreprise. Donc je travaillais comme un employé. C'est là que j'ai vraiment commencé à gagner un petit peu d'argent, quoi, en tant qu'apprenti. Ok. Si c'est pas indiscret, ton salaire d'apprenti, il était autour de quelques centaines d'euros par mois, c'est ça? Si je dis pas de Alors bêtises, oui, le minimum? c'est ça quand tu commences en apprentissage en première année. T'as un pourcentage du SMIC, je crois que c'est 30% du SMIC. Donc ça avoisinait les 300 euros à peu près, un peu plus de 300 euros. Pour la première année, t'étais de 300 euros à 500 euros. Et la deuxième année, t'étais plus entre 500, allez, je vais mettre une fourchette entre 600 et 800 euros par mois. D'accord. Ouais. Et du coup, dès cette période-là, tu as commencé à épargner ton argent, ce genre de choses? Ou pour Alors, l'instant, c'était pas encore dans ton optique? alors c'était pas encore dans mon optique. Et c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que quand j'ai commencé à gagner de l'argent en apprentissage, mais mon père m'a emmené à la banque pour avoir procuration sur mes comptes, donc c'est lui qui gérait mon argent, quoi. D'accord. C'était Oui. son choix à lui. Donc, il mettait une partie de mon salaire sur un compte, et la Mhm. moitié, une autre partie de mon salaire pour payer un peu un loyer, hein, symbolique, et puis une autre partie de mon salaire qui me donnait pour que je paye mon essence pour aller à l'école, que je paye ma nourriture. Donc, dès les premiers salaires, déjà, je commençais déjà à me dire, voilà, faut payer un loyer, faut payer sa nourriture, faut payer son essence. Également, je me rappelle, je payais aussi mon abonnement étudiant pour le train, pour me rendre, à mon établissement. D'accord. C'est bien. Enfin, c'est sympa que ton papa ait fait ça et t'ait montré aussi comment du coup il gérait. C'est Enfin, ça. c'est Et peu commun et c'est super intéressant. c'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est quand t'es jeune, t'es un peu con parce que tu te dis, oh, c'est chiant entre guillemets. Pourquoi il met ça sur un autre compte? J'aimerais disposer de tout mon argent, quoi. Et avec le recul, tu dis, bah finalement, il aurait dû prendre et mettre plus de côté et moi j'aurais dû moins dépenser. Oui. Ouais, c'est assez marrant. Ouais, on augmente en maturité avec les années. Oui, c'est vrai, oui. Le gros point fort de l'alternance, c'est que tu peux à tout moment savoir si ça va te plaire ou pas et switcher sur autre chose. Par exemple, j'avais des camarades, ils commençaient, je sais pas, dans l'alternance sur par exemple de la mécanique et ils se rendaient compte que ça leur plaisait pas forcément, alors ils switchaient sur de la menuiserie ou le bâtiment. Et ça, c'est un gros point fort, je trouve, parce que on n'est plus sur un point d'interrogation. Maintenant, on se dit, bah tiens, ça nous plaît pas. Et ça permet de faire un gros tri dès le départ. Et Ouais, ça permet de tester. et d'affûter notre choix plus vite, je pense, que quelqu'un Mm. qui fait tard des études, qui, euh, qui va se lancer prendre un CDI dans une boîte sans forcément savoir si ça lui correspond ou pas. C'est vrai qu'à l'école, c'est beaucoup théorique et tant qu'on n'a pas mis un pied dans l'entreprise, on sait pas ce que ça va être. C'est vrai. Puis même, je trouve que le fait de travailler tôt et de mettre un pied à l'entreprise tôt, ça, comment dire, socialement parlant, tu interagis déjà avec des adultes qui sont déjà depuis longtemps dans le monde du travail.
qui savent comment fonctionne pas le monde entre guillemets, mais tu as déjà accès à des discussions avec des personnes qui sont déjà au-dessus de toi. Donc ça te forme entre guillemets, ça muscle aussi ton lien social. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, ça permet de gagner en maturité Oui, et en oui, voilà, c'est ça. Ouais. sociabilisation, en fait. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Ok. Et donc, du coup, à la fin de ce CAP en alternance, Alors, après, t'as switché de domaine? alors oui, à la fin de cette alternance, enfin de cet apprentissage, après mon apprentissage de 2 ans en pâtisserie, euh, je t'avoue, j'ai un passé un petit peu pas, j'ai un passé pas un petit peu compliqué, pas commun. C'est que j'étais en conflit un peu à cette période-là avec mes parents, parce qu'en fait, c'est mes parents adoptifs. D'accord. C'est mon oncle et ma tante, voilà, qui m'ont adopté. Donc voilà pour le concept. Et puis j'étais beaucoup en conflit avec eux. Et j'ai fait le choix de partir de chez eux après mon CAP, après avoir obtenu mon CAP en pâtisserie. Et comme fallait vite trouver du travail, j'avais trouvé un petit studio de 17 mètres carrés à 200 euros par mois. Et fallait bien trouver un travail. Et moi, dans mes projets, c'était de continuer après mon CAP en pâtisserie, c'était de trouver un patron pour faire un CAP en boulangerie, un CAP connexe qui est lié avec la pâtisserie, mais un CAP de 1 an en boulangerie pour avoir complet les deux, boulangerie et pâtisserie. Et comme j'arrivais pas à trouver et que comme mon père il travaille sur les chantiers du bâtiment, il m'avait dit que si je trouvais pas de patron en boulangerie, j'irais avec lui travailler sur les chantiers et que je sortirais plus. Et ça m'a mis un peu un froid alors que j'ai décidé de partir de chez eux. Et j'ai commencé à faire le tour des boîtes intérim. Et tout de suite après mon apprentissage, j'ai trouvé du travail en tant qu'intérimaire, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, pendant ce parcours d'intérimaire, j'ai commencé l'intérim en 2015, en septembre 2015, donc juste après mes 2 semaines de vacances que j'avais cumulées de mon apprentissage. Donc finalement, j'ai pas eu de trou, hein, j'ai très vite retrouvé du travail. Et j'ai fait plusieurs boîtes, je crois que j'ai dû faire une dizaine de boîtes d'entreprises en tout, en intérim. Et la première entreprise où j'ai travaillé en tant qu'intérimaire, c'est l'entreprise où je suis actuellement en CDI. Ok. Ah, super. Et j'ai fait 10 ans d'intérim comme ça, en switchant de boîte en boîte. On t'appelle quand il y a des hausses d'activité, et puis quand il y a des baisses d'activité, tu étais sur un siège éjectable, donc tu changes d'entreprise. Ok. C'est un peu le côté précaire de l'intérim. Donc ça de Ouais, 2015. effectivement. Et en 2017, je crois que c'était nouveau, ils faisaient les CDI intérimaires. Et du coup, ma boîte intérim Adecco, cette période-là, me proposait de me prendre en CDI intérimaire. Et le CDI intérimaire, si tu veux, t'as comment dire, la protection d'un CDI normal. T'as tes 5 semaines de congé payés tous les ans. Et en période d'intermission où t'as pas de travail, par exemple, ils sont obligés de te payer. Et tu passes prioritaire par rapport aux autres intérimaires au niveau des missions. Ok. Donc ça m'a assuré une certaine stabilité financière. Mhm. Parce que c'est vrai qu'en intérim normal, des fois, tu vas avoir des mois complets, et puis des fois, il va y avoir des baisses d'activité, et puis tu peux te retrouver 2 semaines sans travailler, et puis ça impacte énormément sur ton salaire à la fin du mois, quoi. Oui, c'est sûr. Oui, oui. Mais du coup, ça apporte que des avantages, ce CDI intérimaire, ou tu as Alors, vu des inconvénients quand même? des avantages, oui, parce que ça te permet aussi, quand une boîte ça ne fonctionne pas, tu peux demander à l'entreprise, à la boîte intérim de changer d'entreprise. Et eux, ils font le nécessaire de te trouver une autre entreprise. Donc finalement, t'as juste à mettre, entre guillemets, les pieds sous la table, et c'est la boîte intérim qui se charge de te trouver une autre entreprise. Après, bien évidemment, pour que ça fonctionne,
faut pas faire le fin deck, quoi. Faut y aller. Tu prends ce qu'on te propose. Oui, bien Après, sûr. après les inconvénients, je dirais, c'est ils peuvent te proposer un boulot qui est à 1 heure de chez toi. Donc ça, c'est le gros inconvénient. Moi, je suis jamais tombé sur cet inconvénient-là parce que j'avais une bonne relation avec ma boîte intérim. Ils se sont toujours arrangés pour me trouver du travail à peu près, 20 km grand maximum de chez moi quand j'habitais en studio. Ok, ok. Bon, c'est ça. Enfin, effectivement, c'est un parcours qui est pas commun. Je te félicite en tout cas pour ce parcours. Oui. Et pour la petite... Alors oui, j'ai fait de l'intérim de 2015 jusqu'à... Je voulais en revenir sur ça, pardon, excuse-moi. Jusqu'à Ok. cette année. Et en tout, cette année, je suis plus en intérim maintenant. Donc j'ai fait 10 ans d'intérim. Et comme l'entreprise où je suis, Minco, qui fait des portes et fenêtres, ça fait 3 fois que j'y étais retourné. Ils m'ont proposé une embauche en CDI, laquelle j'ai accepté parce que j'aime le boulot. Je trouve que ça a du sens de faire des fenêtres et des portes. Du coup, j'ai accepté et je suis en CDI chez eux là depuis mai là de cette année. Donc D'accord. voilà, actuellement où je suis. Donc, fini l'intérim pour moi. Je suis vraiment en CDI dans une entreprise. Ok, bon bah super. Si ça te plaît, c'est le principal. Oui, l'ambiance est bonne. C'est vrai que je trouve que l'ambiance au travail fait 80% des choses. Ça fait beaucoup, effectivement. Ouais. Ouais, l'ambiance au travail, il faut quand même avoir un salaire cohérent avec les tâches demandées. Oui, Et c'est vrai. puis voilà, et qu'on te laisse ton temps de repos aussi et enfin voilà qu'on n'empiète pas sur les en dehors de ta journée, on va dire. Exactement. Voilà. Et du coup, toi, comment t'es tombé dans le DCA, la finance, le Alors, budget? j'avoue que j'ai mis des années. Alors, on va recommencer un petit peu depuis le début. C'est vrai que moi, mon rapport à l'argent, quand j'ai commencé, on va reprendre un intérim. C'est vrai que j'ai jamais été à découvert de ma vie, mais enfin, Félicitations. j'ai toujours eu un fonds d'urgence de 1000, allez, 1 600 euros, 1200, 1600 euros, 2000 euros. Mais une fois ce fonds d'urgence là que j'avais, si tu veux, tous mes salaires ensuite, je les claquais de A à Z. Donc, ça veut dire que j'avançais pas, quoi. Et je suis resté longtemps comme ça, mais finalement, j'étais jamais à découvert. Et il y a un D'accord, c'est moment, déjà le principal. oui, c'est vrai. Et mais il y a un moment dans ma vie, je faisais partie un petit peu de ces gens qui disaient oui, je gagne pas assez, je peux pas économiser, c'est pas possible. Faudrait que je gagne plus pour pouvoir économiser. Et finalement, m'arrivait cette histoire. Bon, je vais peut-être dériver un petit peu, mais c'est grâce à ça que c'est là que j'ai commencé à épargner des plus gros montants tous les mois. J'étais en relation avec une fille à distance qui habitait au Canada. Ok. Ah oui, longue Et distance. oui, voilà. Et c'était à distance. Et à un moment vient la discussion de qui va habiter chez qui, quoi. Donc il y a un moment, on s'était dit bon, pour faire un tour au Canada, il fallait commencer par épargner pour tous les frais de voyage, de visa et tout ça. Donc durant la relation, j'ai commencé à revoir. C'est là où j'ai vraiment commencé à revoir tout mon budget et à établir un budget, voilà, pour savoir dans quoi je dépensais beaucoup, où va mon argent. Donc ça, c'était en 2019. Où va mon argent? Et c'est là que j'ai commencé à dire, bah voilà, en fait, finalement, c'est pas que je gagnais pas assez, c'est qu'en fait, j'avais pas de budget et je claquais tout. C'est surtout ça. Et c'est là que j'ai commencé à arriver à dégager tous les mois 500 euros, 600 euros, 700 euros.
900 Ah oui. euros 900 euros par mois dans les mois où ça allait bien. Et Ah ouais, toi, quand tu as commencé à épargner, tu as épargné très très fort tout de suite, quoi. ah oui, oui, j'étais même jusqu'à vendre, j'y étais même jusqu'à revendre mes instruments de musique je me rappelle, à Pikachu pour maximiser l'épargne. Finalement, c'était peut-être pas le bon choix. Bon, au final, je m'étais retrouvé durant la relation avec un petit capital de 5000 euros, chose que je n'avais jamais eu avant. Et bon, finalement, pour X raison, bah, cette fille-là me quitte parce que ça prenait trop de temps. Et moi, pour la rejoindre au Canada, si tu veux, je prévoyais large. Je me suis dit non, il faut prévoir large. J'avais mon permis en France, je prenais en compte beaucoup de choses. Et je venais d'avoir mon permis en France. Et au Canada, il me semble qu'il faut rechanger son permis parce qu'il est plus valable au Canada. Le permis français n'est plus valable au Canada. Le changement de voiture, aussi le changement de plein de choses, le logement là-bas. Et finalement, je lui avais dit que, et le visa et tout ça, que finalement, il m'aurait fallu entre 10 000 et 15 000 euros d'épargne. Et bon, elle m'a quitté parce que, voilà, pas assez patiente, qu'elle a mis fin à la relation. Et, Ok. et du coup, je lui ai dit, je lui ai même remercié. Je lui ai même remercié parce que ça a dû la faire peut-être âgée, mais j'ai dit à cette fille, c'est merci, c'est me quitter, c'est la plus belle chose que tu aies pu me faire puisque bah, grâce à toi, j'ai économisé 5000 euros et je pourrais en faire ce que je veux. Et bon, ça l'avait pas trop plu, entre guillemets, bon, je ferme la parenthèse. Et une fois la relation terminée, je me suis dit, mais finalement, pourquoi pas continuer à épargner? C'est pas parce que je suis plus avec elle et que j'ai plus l'objectif d'aller au Canada pour la rejoindre que je peux pas continuer d'épargner. Donc j'ai continué à épargner tous les mois. Bon, je gagnais pas des milliers des cents, hein, je gagnais le SMIC. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours eu après avoir fait un budget de mes dépenses, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour vivre et faire mon mois. J'ai toujours vécu dans des petits studios de 20 mètres carrés. Donc le loyer, hein, en gros, ça dépassait pas les 300 euros. Donc déjà, Ok. ça aide beaucoup. Ah ouais, oui. Puis C'est clair que c'est pas des très gros loyers, hein. Par chez nous, c'est moi vrai. j'habite dans le sud de la France, un loyer à 300 euros, c'est introuvable. Franchement, c'est incroyable que t'aies pu faire ça. Et c'est vrai aussi, j'ai jamais eu besoin de. Je pense que mon minimalisme naturel m'aide aussi beaucoup là-dessus, c'est que j'ai jamais eu besoin de. Il y a jamais eu un moment où je me suis dit tiens, il me faut plus grand, il me faut plus grand, il me faut une maison plus grande avec du jardin. J'aurais payé plus de loyer au final. Et je me suis dit non, gardons ça, continuons à épargner. Et c'est vrai que les gens autour de toi, ils comprennent pas. Limite, ils sont plus frustrés que toi. Ça les dérange plus que toi que tu restes vivre dans un petit studio en disant mais t'as un salaire, tu peux avoir mieux. Et c'est vrai, je vivais dans vraiment un petit studio d'une ou deux pièces et les gens c'est ça, c'est quand ils gagnent plus, faut tout de suite prendre mieux, prendre mieux. Et moi je me suis dit non, finalement j'ai tout, j'ai de quoi cuisiner, j'ai de quoi dormir, j'ai de quoi me divertir et de quoi apprendre. Pourquoi avoir plus? J'ai déjà tout ce qui répond à mes besoins. Donc j'ai continué à épargner comme ça pendant jusqu'à à me faire un fonds d'urgence de quand même 12 000 euros. Donc en gagnant, ça fait un fonds d'urgence relativement élevé Ouais, pour c'est un bon quelqu'un fonds d'urgence. qui gagne ouais, environ 1500 euros par mois. Ouais, c'est Et un voilà, super fonds d'urgence, hein. j'avais pas ce truc-là de me dire, voilà, une fois que j'ai ce fonds d'urgence là, faut que je trouve un truc dans lequel investir. Et je suis abonné à un YouTuber aussi. Alors je suis pas sûr que tu connaisses, c'est l'Observateur. Ah non, ça me dit rien. Tu connais pas l'Observateur? Et lui, il fait des vidéos sur les relations hommes-femmes, sur la pilule, enfin, les relations hommes-femmes, les relations sociales, le développement personnel, mais aussi la finance et les investissements. D'accord. Donc c'est plutôt Et large comme chaîne. oui, c'est un peu large. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même sans connaître la bourse,
j'avais aucune idée de ce qu'était la bourse, le DCA, tout ça, c'était du chinois pour moi. Je m'y intéressais même pas du tout. J'épargnais sur les livrets A, c'est tout. Mais je m'amusais parce que je commençais à comprendre l'histoire des intérêts composés parce que je regardais les taux du livret A, les taux du LEP, qui étaient à ce moment-là, à un moment de temps, à 6%. Et du coup, j'allais par curiosité, excuse-moi, j'allais sur des comment dire, des sites de simulation d'intérêts composés et je me dis voilà, par curiosité, je veux voir si je mets 600 € tous les mois sur un compte qui fait 6%, combien ça me ferait sur 10, 20, 30 ans. Et je faisais plein de calculs comme ça, j'étais accro. Je faisais plein de calculs comme ça si je mets 500 € par mois sur tant d'années, avec tant de taux d'intérêt, combien j'aurais. Et finalement, je m'amusais avec ça, sans savoir que ça existait avec la bourse. Et c'est assez marrant, c'est qu'ensuite, par la suite, j'ai écouté beaucoup de podcasts sur l'investissement en bourse de l'Observateur. Et c'est là, ça y est, PEA, ok, CTO, ok, la bourse, la psychologie, tout ça. Et donc du coup, ça va faire maintenant 1 an et 1 mois que j'ai fait le pas d'investir en bourse. Eh ben, félicitations. Félicitations, c'est un pas, c'est un super pas, quoi. C'est, enfin, c'est un investissement et tu investis sur ton futur. Et oui. Et bien après, le truc, c'est qu'on regrette toujours de ne pas avoir commencé plus tôt. Ça, beaucoup d'investisseurs le disent, je pense, et c'est mon cas. Je pense avoir Oui, perdu pas mal d'années. Bon, j'ai commencé du coup mon DCA, j'avais 27 ans et l'année dernière, j'avais 27 ans et 7 mois. J'ai commencé mon DCA. c'est déjà plutôt jeune, hein. Enfin, il y a pas mal de personnes qui commencent beaucoup plus tard que ça. Donc, non, c'est une très bonne chose. Et le fait d'avoir pu du coup commencer à dégager cette épargne, tout ça, ça t'a aussi mis dans le comment dire, dans l'optique, on va dire, d'épargner tous les mois. Et c'est Oui, ça aussi qui t'a sûrement mis le déclic pour le DCA. Et donc, oui, enfin, pour moi, c'est un sans faute, hein. Enfin, c'est parfait ce que tu racontes. T'aurais, parce que au final, si on reprend un peu, t'as oui, commencé par te libérer une capacité d'épargne. c'est ça. Déjà par T'as été- vérifier mon budget, faire le tri. Oui, ouais. Faire le tri dans ton budget. Tu t'es rendu compte que tu avais une capacité d'épargne que à première vue, tu l'avais pas vue, mais qu'en faisant un budget, bah, tu arrives à la mettre en évidence. Ensuite, tu te fais un fonds d'urgence parce que bah, on sait pas de quoi demain est fait et que voilà, une voiture un accident de voiture ou je sais pas, un appareil électroménager ou un téléphone qui casse, ça arrive. Exactement, oui. Donc Ou un un arrêt fonds d'urgence, maladie. Ouais. ouais, effectivement, oui. Souhaitons qu'on n'en arrive pas là, mais bon, voilà. Oui, ça fait Ça partie des peut risques. malheureusement arriver, effectivement. Et, euh, et donc le fonds d'urgence, c'est quand même un incontournable. Et après, ben maintenant, t'investis, tu fais ton DCA. Incroyable. Trop bien. Oui, ouais. Et ensuite, enfin moi personnellement, je me dis voilà, j'ai la recette. Alors au début, c'est vrai, une fois que j'ai écouté les podcasts, j'avais commencé par ouvrir un CTO où j'ai Ok. commencé à mettre ma première mensualité de DCA et finalement, je me suis rendu compte en réécoutant les podcasts que c'était pas le plus optimal. Et je me suis dit ah non merde, j'aurais dû ouvrir un PEA parce que c'est fiscalement beaucoup plus avantageux en tant que résident français. Du coup, j'ai gardé j'ai gardé mon CTO dans le cas où je voudrais me diversifier. J'ai rebasculé sur un PEA, donc j'ai ouvert un PEA sur Bourse Direct. Ok. J'ai pris un ETF S&P 500 Amundi, donc un synthétique, hein, faut le savoir, un ETF synthétique S&P 500 Amundi. Et voilà, j'ai investi, je suis full S&P 500. Je crois aux entreprises du S&P 500. Voilà, je trouve qu'elles sont aussi mondialement diversifiées. C'est vrai qu'il y a toujours une espèce de pas de guerre, mais je dirais une petite guerre entre les investisseurs qui disent
MSCI World ou S&P 500. Et finalement, Ouais. je me rends compte que le S&P 500, les entreprises du S&P 500, elles sont déjà mondialisées. Des McDonald's, t'en as partout dans le monde. Des Apple, t'en as partout dans le monde. Donc du coup, ça veut dire que même si tous les pays émergents, ils s'enrichissent, quand par exemple la personne locale des pays émergents va s'enrichir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'acheter un iPhone et elle va contribuer aux entreprises de qui? Du S&P 500. Elles vont consommer des entreprises du S&P 500. C'est pour ça je mise tout sur le S&P 500. Ok. Et en un an et un mois, du coup j'ai commencé où le marché était haut. Et tu sais, en mars-avril, ça s'est cassé la gueule. Mhm. Il y a eu une correction de 20%, à peu Ouais. près. Et du coup, la chose qui est bien, c'est que je me suis tellement gavé de podcasts sur la psychologie des marchés et tout ça, que c'est vrai que quand j'ai vu mon capital en bourse descendre en mars-avril, j'aurais pu avoir peur et tout vendre dans la panique. Et justement, non. Je suis resté investi et puis j'ai du coup injecté de l'argent que j'avais en trop euh, dans mon fonds d'urgence. Je me suis permis de piocher de l'argent de mon fonds d'urgence, qui était déjà gros, hein, pour l'injecter durant la correction, pour faire baisser mon PRU, quoi. D'accord. Ouais, Et, très bien. et finalement, lors d'aujourd'hui, au bout de un an et un mois, mon portefeuille, il est valorisé à 12 400 euros. Et j'ai, en un an de DCA seulement, j'ai 1400 euros de plus-value. Ah oui. Donc Ah oui. mon capital a pris 12% en un an et un mois. Grâce à la Et correction. ben, eh ben, Parce que je profitais de la correction. Donc, ouais, bah super. Franchement, c'est incroyable. Déjà, excellente performance. Quand tu dis que tu fais un DCA, vu que tu as 12 000 euros, c'est que tu vas pas de main morte sur tes apports aussi. Donc, alors, non, franchement, pour, pour, incroyable. mes pour mes apports, je me suis fixé un montant. Actuellement, bon, tous les mois, je dégage environ entre 700 et 900 euros euh, je- par rapport à mon salaire. Si Ok. j'enlève toutes les primes que je touche, je fais juste sur le salaire de base, entre 700 et 900 euros. Il y a 640 euros qui vont dans le DCA tous les mois, quoi qu'il arrive. Et le reste, je le mets sur mon livret A pour ça continue de gonfler mon épargne de précaution, mais ça me permet aussi de me faire une réserve de cash à injecter pendant les prochaines corrections ou les prochains crashs, quoi. Parce que franchement, qu'est-ce que c'est bien qu'est-ce que c'est bien quand t'as du cash à investir quand tout se casse la gueule. C'est les soldes, c'est les C'est soldes en vrai. fait. Et là où tout le monde a peur, je me rappelle, j'avais allumé BFM TV et j'étais mais mort de rire. Je me dis mais les gars, tu vois tous les pseudo-analystes, ils sont dans la panique, oui, il faut vendre, faut acheter des obligations. Et toi, t'es là, tu rigoles, c'est les soldes. Donc, voilà. Ok. Ah, c'est cool. Ok. Et donc, du coup, là, enfin, on est sur le côté investissement. Est-ce que Oui. t'as investi, du coup, t'as investi que en bourse, ou est-ce que t'as aussi investi en immobilier, ou est-ce que tu souhaites le faire par la suite? Alors, l'immobilier, je veux pas y toucher. Parce que je D'accord. trouve que je me suis renseigné un peu avant. Alors, je trouve que mon père, lui, il fait de l'immobilier. Voilà, il achète des maisons, il les retape, il les revend. Et ils ont un parc immobilier, mes parents, assez conséquent. Donc eux, ils font l'immobilier. Et finalement, je vois le boulot. C'est pas passif, quoi. C'est de la gestion vraiment active. Quand il y a un problème, le locataire, il va t'appeler. Le Oui, locataire, faut oui, les oui, gérer. Finalement, tu gères de l'humain hein, quand tu fais de exactement. l'immobilier. Et voilà, tous les gens qui font de l'immobilier, ok, l'immobilier, ça fait du rendement. Mais tout ce que tu payes à côté, c'est-à-dire entre les taxes foncières, les risques des locataires qui payent pas, le coût de peinture entre chaque bail,
entre chaque départ de locataire, les vacances locatives, toutes les dépenses qui sont liées à ton investissement immobilier, bah, je trouve que finalement, l'immobilier, c'est pas si rentable que ça. La bourse fait mieux et sans rien faire. Donc c'est pour ça que Alors, je... ouais, vas-y, pardon. Excuse-moi, oui, je t'ai coupé. Non, je t'en prie, c'est moi. Et je trouvais ça plus séduisant la bourse, c'est que ton argent travaille sans que tu aies besoin de rien faire. Tu as juste besoin de mettre ton montant tous les mois, refermer ton broker et puis refaire ça tous les mois, quoi. Pas oublier la date, c'est tout. Oui, c'est ça, ouais. Et Ok, l'oublier. non, ouais. Et l'oublier, ouais. Ouais, voilà, d'un mois sur l'autre, tu peux oublier, mais ouais. Ok, non, c'est une vision qui est très intéressante. Alors, bon, moi, je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai un bien en location. Et en D'accord. fait, pour moi, c'est le côté effet de levier qui était intéressant dans l'immobilier. Mais par contre, le côté c'est pas passif, c'est indéniable. C'est un investissement qui est actif. Il faut gérer l'humain, il faut gérer les locataires. Il faut prendre en compte que bah, les loyers, c'est pas dans ta poche. T'as un crédit en face, Oui. t'as plein de charges. Et au final, en fait, si déjà t'as un bien qui se paye tout seul, c'est incroyable. Et ça, pour moi, c'était juste le fait d'utiliser le crédit bancaire qui était intéressant sur l'immobilier. Oui. C'est Voilà. vrai que ce Après, point-là, ouais, t'as vraiment raison sur ça parce que c'est une chose qu'on peut pas faire avec la bourse. Faire un crédit c'est ça. et tout investir en bourse, d'ailleurs, ce serait trop risqué même. Ouais, Mais oui, c'est le. Après, je dis pas que l'immobilier c'est pas bien. C'est très bien. C'est juste que c'est pas passif, quoi. Et je trouve ouais, c'est que ça. C'est un et je- investissement qui est actif, c'est pas un investissement passif. après personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de contraintes en immobilier. Euh, En fait, l'immobilier, ce qui me fait un peu peur dans l'immobilier, c'est que certains, c'est pas égalitaire. C'est-à-dire que certains peuvent faire de très bons coups, avoir un bon locataire qui paye tous les mois. Et pour certains, ça peut être un cauchemar monstre, l'investissement immobilier. Un chauffe-eau qui claque, un ravalement de façade à 11 000 euros, euh, des, des locataires qui payent plus, t'as du mal à les virer. Et finalement, il y a ce côté-là aussi qui fait vraiment peur. Et on en voit de plus Ouais, en plus aux infos ou des personnes qui se font squatter leurs biens et la justice ne fait plus rien. Et toi, t'as pas d'option. Et il y a ce côté-là où, en tant que propriétaire, t'es pas du tout protégé par l'État. Et il y a ce côté-là, moi, qui me freine énormément. Et puis ouais, je comprends. le fait aussi que bah, finalement, pour investir en immobilier, il faut, euh, il faut quand même pas mal de cash de côté en cas de problème de choses à réparer, par exemple, ou faire venir une société. Si par exemple il y a un problème de plomberie, pour faire venir une société, c'est des coûts, tout ça. Et par-dessus ça, bah, j'imagine que les loyers que tu touches, bah, tu dois un apport par-dessus, donc Oui, c'est beaucoup. oui, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que l'effet de levier, c'est la chose qui est séduisant dans l'immobilier. Après, comme tu l'as très bien dit, l'effet de levier, il peut aller dans les deux sens. Dans le sens où on s'enrichit, ou alors dans le sens où on perd de l'argent et on en perd beaucoup d'un coup. Et Oui. c'est vrai il faut du coup faire très très attention avec l'immobilier par rapport à ça. Mais je comprends que si c'est une classe d'actifs qui t'attire pas du tout, bah c'est pas une classe d'actifs passifs comme la bourse. Donc je comprends à 200% que tu ne veuilles pas en faire et c'est très bien comme ça. Enfin voilà. Et et bah voilà. Ok. Parenthèse immobilière fermée. Après, Euh, si ça t'intéresse, on pourra toujours y revenir, hein. Je suis pas fermé à parler d'immobilier. Ah non, bah, ça, c'était pour savoir si toi tu avais l'intention d'en faire plus tard, quoi. Mais du coup, j'ai bien cru comprendre que Mm. c'était non. Donc voilà. Pour l'instant, non. Après, il y a que les abrutis qui changent pas d'avis, comme on dit. Peut-être qu'un jour, on sait jamais, mais pour l'instant, non. Je reste en bourse. Ok, ok. Cette première partie du podcast avec Maxime est à présent terminée. Nous avons pu discuter de son parcours financier, de sa gestion au quotidien et également de ses investissements. Nous avons pu voir que Maxime investit fortement en bourse
et qu'il n'est pas forcément attiré par l'immobilier locatif. Nous verrons la semaine prochaine comment Maxime a pu mettre en place une van life qui lui permet d'investir davantage au quotidien et qui lui remplace un crédit immobilier. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un pouce en l'air et vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez également nous laisser un petit commentaire pour réagir à cette interview de Maxime. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain pour la suite des aventures de Maxime.